Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bienvenue au Centre des Arts donc pour la suite de ce cycle consacré au polar. Alors vous êtes un petit peu moins nombreux peut-être que les autres fois aujourd'hui, même si c'est quand même pas mal parce que c'est vrai que c'est un film quand même assez peu connu. Voilà, il n'y a pas de grands réalisateurs. On peut dire qu'il n'y a pas vraiment de stars, même s'il y a Anthony Quinn, mais enfin, je vais en dire un petit mot. Mais effectivement, là, j'avais très envie de vous proposer ce film qui est une sorte de pur produit de son époque, qui n'est pas un film, pas un film d'auteur, mais un film qui nous plonge finalement dans le New York du début des années 70, de façon un petit peu documentaire, comme en prise directe. Et il le fait un petit peu à l'instar de beaucoup d'autres polars de l'époque. On pourrait dire peut-être que c'est French Connection qui a un peu ouvert le bal en 71. Et entre parenthèses, je vais le repasser ce week-end pour ceux qui veulent le découvrir ou le revoir dans une belle copie restaurée. Le fait est que on est beaucoup, comme j'ai déjà dit dans les séances précédentes, dans une période qu'on a appelée le Nouvel Hollywood, mais qui est une période en général assez vaste. On dit toujours ça commence avec Easy Rider, ça se termine avec La Porte du Paradis, donc il y a un peu plus de 10 ans. Mais en fait, j'ai envie de dire que la période que je trouve absolument fabuleuse, c'est on va dire entre 70 et 73, quoi. Enfin, il y a 3-4 années comme ça, où j'ai l'impression qu'il y a un grand film par semaine, quoi, qui est sorti aux États-Unis. Donc en tout cas, si ça vous intéresse, que vous voulez en voir plus, je ne peux pas montrer évidemment tous les films que je voudrais dans ce cycle, mais il y a beaucoup de polars plus ou moins grands dans cette période qui sont passionnants. Je voulais citer par exemple, si vous aimez Robert Duvall, qui est un très grand acteur, qui a fait beaucoup de second rôles, mais vous allez voir Badge 373, c'est un polar génial, quoi, qui date de 73 d'ailleurs. Après, on pourrait en citer beaucoup. Si vous êtes curieux aussi, vous pouvez aller voir sur le site de la Cinémathèque, ils ont fait un cycle polar qui s'appelait Good Cop, Bad Cop, c'était en 2017 je crois, oui c'est ça. Et puis on peut encore voir en fait sur le site internet la sélection de films, et puis après vous chercherez les films, mais il y a que du bon, quoi, voilà. Donc là le film que vous allez voir, il raconte donc ça se passe à Harlem. Et puis donc il va raconter l'histoire d'un braquage. C'est trois criminels donc qui braquent en fait une réunion entre la mafia italienne et la mafia locale de Harlem, qui sont en train de compter leur butin. Et donc le film va raconter un petit peu une sorte de chasse à l'homme entre la police qui va les rechercher et puis la mafia italienne qui va être à leur trousse, quoi. Alors le film est réalisé par un certain Barry Shear. Alors je vous disais, c'est pas un film d'auteur, c'est peut-être pas un grand cinéaste, et effectivement Barry Shear, il est un peu inconnu au bataillon. C'est quelqu'un qui vient plutôt de la télévision à la base. Il a réalisé surtout des séries, des téléfilms, mais il fait partie un peu de ces réalisateurs à qui on a entre guillemets donné une chance de passer à la réalisation cinéma. Et il a réalisé en tout 4 films entre 68 et 73. Pareil, c'est pas des grands films. Celui-ci est sans doute de loin son meilleur film, mais c'est quand même des films très intéressants parce qu'ils sont bien de leur époque. Je citerai notamment en 68, il a fait un film qui s'appelle Wild in the Streets, qui est un film tout à fait étonnant en fait sur le rock et la contre-culture. C'est une production AIP. Je ne sais pas si vous connaissez. AIP, c'était un producteur qui avait beaucoup produit de films de Corman. Enfin, en gros, il produisait du cinéma d'exploitation, souvent pour les drive-in. Voilà, des trucs qui exploitaient un peu l'air du temps, surtout pour les jeunes. Et c'est un film étonnant, qui est une sorte de prolongement, d'une certaine manière, de la Fureur de vivre avec James Dean, qui raconte l'histoire d'un jeune en fait qui est élevé dans une famille dysfonctionnelle. La mère, c'est incarné par Shelley Winters, pour ceux qui connaissent, c'est assez savoureux. Donc mère abusive, etc. Et qui devient en fait une star du rock. Donc on est en 68. Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il va transcrire un petit peu la peur de la société, et principalement des personnes âgées. Quand on dit âgées, c'est plus de 30 ans, face en fait à cette déferlante de culture contestataire, contre-culturelle, à tel point que le film va devenir
devenir une politique fiction où les jeunes prennent le pouvoir littéralement, le pouvoir politique, quoi. Donc c'est voilà, pas un grand film, mais un film voilà, qui est très en prise avec les problématiques de son temps. Et qui est une sorte de capsule temporelle, voilà, qui est assez fascinante, je vous le recommande. Il va réaliser en 71 The Todd Killings, qui est un film qui reprend un peu cette figure de jeune homme, voilà, un peu, pour le coup, un peu perdu, désœuvré, qui va basculer dans le crime, dans le meurtre. Et donc c'est un film qui reflète d'une certaine manière, voilà, cette ambiance qu'il pouvait y avoir à l'époque de culture hippie, mais post-Charles Manson, quoi. C'est-à-dire le versant, entre guillemets, un peu dégénéré, quoi. C'est-à-dire qui verse dans le Charles Manson, c'était le gourou de la secte, le meurtre de Sharon Tate, etc. Donc le film reflète un petit peu tout ça, et il va faire donc ce film-là en 72, et après un western qui s'appelle The Deadly Trackers, qui est une sorte de véhicule pour Richard Harris. C'est un western assez intéressant, pareil, qui n'est pas absolument réussi, mais qui est bien de son époque, qui devait d'ailleurs être réalisé par Samuel Fuller, donc c'est assez étonnant. Et dans lequel, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on va retrouver des second rôles tout à fait appréciables. Je voulais citer, il y a Paul Benjamin, qui ici incarne le rôle principal. On retrouve Ali Thierry, qui était dans le film Guet-apens, si vous étiez là en décembre, qui est tout à fait savoureux. Et puis Rod Taylor, je ne sais pas si vous vous souvenez de Rod Taylor, qui était l'acteur masculin des oiseaux. Donc c'est intéressant de le voir ici dans un rôle de parfait salaud d'ailleurs. Donc voilà un petit peu pour sa filmographie. En tout cas, voilà, il a réalisé des films, voilà, tout à fait honorables, j'ai envie de dire, mais celui-ci, voilà, se détache particulièrement. C'est un film qui a été produit, alors c'est un film quand même produit par un grand studio, la MGM, mais il est produit par Anthony Quinn, alors que vous connaissez probablement, un acteur qui a une carrière immense, a commencé dans les années 30. Bon, on le connaît surtout pour Viva Zapata, il y a La Strada, bien sûr, avec Fellini. Il a gagné un Oscar en 1956 pour le rôle de Gauguin dans Lust for Life, ce film sur Van Gogh. Et bon, il a une grosse carrière internationale, etc. Mais en 72, il me semble que voilà, le gros de sa carrière est un peu passé. Et d'ailleurs, il ne devait pas incarner l'inspecteur Matteli que vous allez voir dans le film. Voilà, il était plutôt à la recherche d'une autre star plus porteuse, et malheureusement celles-ci ont refusé. Il a été demandé à John Wayne, Kirk Douglas et je sais plus, j'ai oublié qui d'autre, Burt Lancaster je crois, qui ont refusé, et donc il a pris sur lui et il a incarné le personnage. Vous avez aussi à l'affiche, alors je sais pas si on voit bien. Si voilà, il y a Fed Koto, effectivement, c'est il forme un duo avec lui, hein, il incarne un lieutenant, il y a Fed Koto, acteur noir, donc on en reparlera, mais évidemment c'est un enjeu important, la question des différentes communautés dans le film. Et il y a Fed Koto, alors vous le connaissez sans doute, peut-être si vous avez vu les James Bond, hein, il joue le méchant dans Vivre et laisser mourir en 73, dans Alien aussi, il fait partie de l'équipe du Nostromo. Et puis il a fait d'autres films en second rôle qui sont tout à fait passionnants, comme Blue Collar de Paul Schrader, son premier film en 78. Enfin voilà, bon, je ne peux pas tout citer, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au départ, et peut-être j'en dirai un mot peut-être plus après la séance, mais au départ, il voulait confier le rôle de l'inspecteur noir à Sidney Poitier, qui était voilà, l'acteur noir qui avait eu ce succès avec Dans la chambre de la nuit, Devine qui vient dîner, dans les années 60. Premier acteur noir à être vraiment accepté, voilà, comme grand acteur dans le cinéma hollywoodien. Mais ça a posé un problème, et peut-être je ne vais pas le dire tout de suite pourquoi, mais en tout cas ils ont fait appel à Yaphet Kotto, qui était moins connu, mais plus accepté par la communauté noire qui vivait à Harlem. Donc bon, je reviendrai dessus après la projection, je pense. Paul Benjamin, qui est donc quand même la tête d'affiche, même s'il n'est pas là, hein, mais c'est quand même lui, à mon avis, le personnage principal. C'est son plus grand rôle.
Mais c'est quelqu'un qui a surtout fait beaucoup de télévision et des seconds rôles. Vous l'avez peut-être aperçu voilà, dans cette période, dans certains films comme Midnight Cowboy ou The Anderson Tapes, voilà, où je citais tout à l'heure dans l'autre western que réalisera en 1973 Barry Shear. La musique, sans doute, vous la connaissez, même je ne sais pas si vous la reconnaîtrez dans ce film. C'est la chanson de Bobby Womack qui donne son titre au film, Across 110th Street. Donc en français, Meurtre sur la 110e rue. C'est, comment dire, vous allez l'entendre sur le générique du début. Et Bobby Womack, en fait, va la réenregistrer 2 ans plus tard. Il va en faire un single qui va avoir un énorme succès. Voilà, c'est un des plus grands succès de la musique soul. Et vous la connaissez sans doute parce qu'elle a été reprise par Tarantino dans Jackie Brown. Si vous vous en souvenez, le générique de début de Jackie Brown. Pam Grier est sur un tapis roulant à l'aéroport et donc la musique en fait court sur tout le générique et bon, on en reparlera peut-être, mais effectivement c'est un hommage. Alors c'est un peu étrange, mais Tarantino avait fait un hommage à la Blaxploitation, un genre particulier, donc je vous reparlerai peut-être après la projection. En utilisant cette musique et l'actrice Pam Grier, sachant que comment dire, cette chanson en fait n'est pas rattachée à ce genre. Enfin, c'est-à-dire que le film que vous allez voir a été confondu souvent avec le genre de la Blaxploitation, mais en fait c'est un pur polar urbain du début des années 70. Dans la continuité, voilà, je vous disais, qui a été ouverte par French Connection. Donc, bon, je redirai un petit mot peut-être sur la musique aussi après. En tout cas, effectivement, le film est sans doute aussi passé sous les radars à cause de ce problème d'identification de genre. Alors, vous allez voir un film, alors, tout est marqué dans le titre, en plus c'est matérialisé avec le signe, là, le panneau en fait, de la rue, la 110e rue. Qu'est-ce que c'est que la 110e rue ? En fait, c'est la rue qui sépare à New York Central Park de Harlem. Et donc, à l'époque, alors aujourd'hui c'est sans doute moins significatif, mais c'était une frontière qui était, on va dire, sociale, économique, raciale, comme ils disent aux États-Unis. Et donc, quand on passait de l'un à l'autre, voilà, on arrivait dans un ghetto extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, c'était un des problèmes pour tourner le film. Mais voilà, un ghetto, enfin un quartier où il y avait 25% de chômage. L'économie du crime organisé représentait quand même 60% de l'économie, donc ça fait quand même beaucoup. Et puis, on est faut se rappeler aussi qu'on est dans un contexte aux États-Unis où il y a eu beaucoup de tensions raciales, d'émeutes dès la fin des années 60. Donc voilà, tout ça fait que, voilà, la cocotte minute est quand même bien prête à exploser. J'ajoute aussi, je l'ai déjà dit dans les séances précédentes, que le polar de cette époque quand même reflète globalement la montée de la criminalité dans les grandes villes américaines à partir des années 60. C'est quand même une réalité, c'est pas un fantasme. Voilà. Celui qui a écrit le roman dont est adapté le film, c'est Wally Ferris. C'est intéressant de savoir que c'était un caméraman new-yorkais, donc probablement qu'il avait une connaissance du terrain particulière, quoi. Écoutez, voilà ce que je peux vous dire un peu sur ce film. J'espère qu'il va vous plaire. Bon, c'est un film qui est quand même assez dur, assez violent, évidemment. Ça avait même choqué un peu à l'époque. Mais encore une fois, voilà, si la période vous intéresse, je pense que c'est un exemple assez incroyable de ce que pouvait faire de mieux en fait le polar à l'époque. Donc c'est parti pour Meurtre sur la 110e rue et puis on se retrouve juste après pour en parler. Voilà, bonne séance. Alors vous voyez, je disais c'est pas un chef-d'œuvre, mais quand même c'est pas mal. C'est quand même un film je trouve qui donne un sentiment d'urgence quand même assez incroyable. Il y a un côté très réaliste aussi, avec beaucoup de caméras portées, enfin ce genre de choses. Juste revenir sur 2-3 trucs que j'avais dit en introduction.
Vous avez vu au début, en fait, le film nous donne vraiment une description géographique. Je vous parlais de la 110e rue du titre qui sépare Central Park et Harlem. Et effectivement, au début, on suit carrément en fait la limousine qui va de l'un à l'autre, enfin en tout cas qui traverse. Et puis après, on se retrouve tout de suite dans l'appartement comment dire, espèce de fête de famille des mafieux italiens, avec la vue sur Central Park. Donc il y a un côté, voilà, un aspect documentaire dans le film qui est très précis aussi sur la géographie et sur la description en fait de la réalité de cette ville, en tout cas du ghetto de Harlem. Et puis à la fin, vous avez vu, évidemment, on voit vraiment les ruines, quoi, enfin la déréliction complète. C'est assez impressionnant. Donc effectivement, on a déjà vu dans d'autres films à l'époque, parce que c'était quand même un peu une spécialité du polar urbain de l'époque, de décrire ce qu'on a appelé espèce d'enfer urbain, notamment à New York. On a beaucoup vu la 42e rue, dans Taxi Driver, Serpico, enfin ce genre de choses. Mais là, en fait, on a la description d'un quartier qui est quand même autrement plus dangereux. Et donc je vous en avais parlé un petit peu en introduction, mais ça fait partie des défis aussi du film, d'aller tourner là-bas sur place. Alors ce qui est intéressant, c'est que peut-être de noter, je ne sais pas si vous avez noté au générique, le producteur, il y avait Anthony Quinn, mais il y avait surtout Fouad Saïd qui était producteur de ce film. Et ce qui est intéressant de savoir, je pense, c'est que Fouad Saïd, il avait inventé un système en fait de tournage en extérieur, une facilité de tournage, un équipement qui s'appelait Cinémobile. Vous l'avez peut-être vu sur ce générique et puis peut-être sur d'autres films de l'époque. Il avait eu un Oscar pour ça en 69. C'était un système d'équipement qui permettait de facilement aller tourner en extérieur. Et ça a beaucoup joué dans ce film. En plus, ils ont utilisé une caméra. Alors bon, je peux vous donner le nom de la caméra, même c'est Arriflex 35BL. Mais comme ça dit pas grand-chose. Mais c'est surtout intéressant de savoir que grâce à cette caméra, ils ont pu aller tourner dans des endroits assez exigus. C'était une caméra qui était très légère, donc vous avez vu, il y a beaucoup de moments où la caméra est portée, ce qui nous embarque dans l'action, ce qui donne un peu cette sensation parfois de reportage, en fait, d'être avec les gens, quoi. Et également aussi, c'est une caméra très silencieuse qui permettait d'enregistrer beaucoup de sons directs. Je crois que la plupart des voix, enfin du son est en direct, en prise directe dans le film. Et puis au niveau de la lumière aussi, c'est compliqué parce que c'est un film qui est tourné beaucoup de nuit. Vous avez vu, il y a une lumière particulière en fait qui ressemble pas du tout en fait à ce qui était la tradition dans le film noir, film policier, film noir. Des années 40, ce côté expressionniste. Là, on a vraiment une lumière qui est sans après, en fait, qui est pas très belle. Il y a beaucoup de néons avec cette espèce de halo un peu autour. Enfin, quelque chose d'un un peu crade, en fait. Donc, un peu qui donne cette sensation d'être saisi sur le vif. Alors ça, c'est pas vraiment la caméra, pour le coup. C'est peut-être plutôt la pellicule qui, à l'époque, avait quand même fait des progrès pour pouvoir tourner dans ces conditions. Enfin, bon, il y a quand même un petit peu tout ça qui concourt à la possibilité déjà de faire le film. Et d'ailleurs, le chef opérateur, c'est Jack Priestley, pour information. Je trouvais ça notable parce qu'il avait tourné un super film pour Ivan Passer en 71 qui s'appelle Born to Win. Je vous encourage à le regarder. Donc voilà un peu pour les conditions de tournage. C'était pas évident effectivement d'aller tourner sur place. Tout à l'heure je vous parlais par exemple du choix de l'acteur Yaphet Kotto qui incarne donc le lieutenant Pope, donc dans le tandem avec Matteli, quoi. Et donc je vous disais, les producteurs au début voulaient embaucher Sidney Poitier, qui était l'acteur, le premier acteur noir finalement dans le cinéma hollywoodien, qui était acceptable et qui pouvait apporter des succès, si vous vous souvenez de Dans la chaleur de la nuit ou Devine qui vient dîner ce soir. Mais
quand ils sont allés tourner à Harlem, il se trouve que la production a quand même dû un peu expliquer le projet de film aux habitants. D'ailleurs, je pense qu'il y a plein de scènes où on voit les habitants du quartier, c'est sans doute pas des figurants embauchés. Et donc les habitants ont opposé une fin de non-recevoir justement à cette proposition de faire jouer le rôle par Sidney Poitier. Pourquoi ? Parce que aux yeux de la communauté noire, en fait, il semblerait que Sidney Poitier, justement, il représentait, entre guillemets, le bon noir aux yeux du blanc. C'est-à-dire le type qui est, super intelligent, super poli, monsieur parfait, quoi. Et ça, c'était très embêtant parce que on pouvait pas se reconnaître dans ce personnage. Et il y avait ce côté, voilà, le noir qui est admissible par les blancs, entre guillemets. Et les gens avaient envie d'avoir... Voilà, des représentations d'acteurs noirs qui sentent pas trop éloignés finalement du quotidien. Il y a vraiment cette question dans le film, on y reviendra je pense, sur le fait que le personnage principal joué par Paul Benjamin là, qui s'appelle Jim Harris, c'est vraiment c'est un type qui vient entre guillemets de tout en bas de la société, mais il n'aspire pas à devenir une star, hein, voilà, on reviendra dessus, mais lui ce qu'il veut c'est une vie décente, tranquille. Bon, donc il y a un petit peu ces coordonnées là, un petit peu de conflictualité et puis de problèmes de représentation, voilà, des Noirs en Amérique. Donc voilà pourquoi c'est Yaphet Kotto donc à qui on a donné le rôle. Ça c'est pour faire un peu le tour. Oui, j'avais parlé aussi de la musique, mais dont vous avez peut-être reconnu du coup le fameux single de Bobby Womack au début du film dans le générique, qui n'est pas la même version que vous connaissez et que vous entendez dans Jackie Brown. Il semblerait que il a réenregistré, je pense, réorchestré, etc. La chanson 1 ou 2 ans plus tard pour en faire un single qui lui aura du succès, voilà, un grand titre de la musique soul. Et je vous disais, c'est un peu ironique d'une certaine manière. C'est comme le film, si le film était passé un peu à côté d'un tube, ça ne l'a pas servi en tout cas. Si la musique avait eu un succès juste avant ou pendant la sortie du film, ça l'aurait sans doute beaucoup, beaucoup aidé. Mais je vous disais, ce qui est aussi un peu ironique, un peu étrange, c'est que Tarantino il utilise cette musique comme un hommage à la blaxploitation. Et donc, alors je vous disais, ce film n'est pas un film qui appartient au genre de la blaxploitation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce genre, parce que finalement, c'est pas forcément si connu que ça. Vous en avez vu un petit peu. Peut-être en 2 mots, quand même, décrire un peu ce que c'était, parce que ça touche aussi à la question de la représentation des Noirs dans le cinéma hollywoodien. Donc là, je vous ai parlé de Sidney Poitier, mais historiquement, les personnages noirs dans le cinéma hollywoodien, vous savez bien que il n'y en a pas beaucoup, en tout cas pas beaucoup de positifs ou d'intéressants. Moi, je pensais à Sergent Noir de John Ford, je crois que ça doit être 1960, quelque chose comme ça, mais c'est tout à fait particulier. C'est un film, c'est un western, donc il y a un recul historique, etc. On peut penser à Harry Belafonte, qui avait joué dans Le Monde, la chair et le diable, petit film de science-fiction assez intéressant, à peu près à la même période. Mais donc oui, il faut attendre Sidney Poitier pour qu'il se passe un peu quelque chose, mais c'est pas encore, une représentation qu'on peut considérer comme accessible pour les gens du quotidien. Et il y a aussi, on peut noter, alors parce que là on s'intéresse à la période du Nouvel Hollywood, et c'est très important parce que le Nouvel Hollywood, on sait que c'est un moment du cinéma hollywoodien où les différentes marginalités de la société vont être invitées dans l'image, en fait, vont avoir un droit de représentation, de participer en fait finalement à la représentation au sein de l'industrie hollywoodienne. Donc l'Amérique se regarde, et elle regarde ces marginalités, hein, les Indiens dans Little Big Man, et il y avait donc également pour la question des Noirs, en fait, on avait un premier film qui est peut-être le vrai premier film de Nouvel Hollywood, La Nuit des Morts Vivants de George Romero, film indépendant dans lequel le personnage principal est incarné par un Noir. Donc voilà, après on va avoir un film indépendant assez important de Melville, ou je confonds toujours, c'est Mario Melville, Van Peebles, Sweet Sweet Bad Axe Song. Et en 71, le premier film du genre qui lance le genre de la blaxploitation, qui est Shaft. Shaft, c'est donc un film avec un
un polar en fait avec un détective privé qui s'appelle Shaft, la musique d'Isaac Hayes qui est très connue, il sera plus connu que le film, et qui donc va lancer le filon. Et je sais plus qui est-ce qui a dit que en gros, pour donner une idée de ce film si vous l'avez pas vu, on disait les gens, enfin les blancs ont Dirty Harry et les noirs ont Shaft. Voilà, donc c'est chacun son type de polar, mais le fait est qu'il va lancer un filon, un genre en fait qui va durer voilà de 71 à 75. Il y aura plus de 200 films en fait, c'est colossal la blaxploitation. C'est voilà quelque chose qui va produire énormément de films, et la plupart, il faut reconnaître, sont quand même pas très bons. C'est un cinéma d'exploitation, donc c'est pas un cinéma qui fait pour faire des chefs-d'œuvre, c'est pour faire de l'argent en investissant minimum et en rapportant le plus possible, bien sûr. Mais quand même, voilà, c'est quand même un type un genre qui va produire une représentation voilà des Noirs. Alors on peut qualifier ça de communautariste si on veut, mais bon, c'est les États-Unis et il n'empêche que ça existe. Alors ce qui est notable, qu'est-ce que c'est les films de blaxploitation ? C'est des films en fait qui ont fabriqué des héros noirs, en fait, pour le dire tout simplement. Et souvent dans ces films, ce sont des représentations de héros noirs qui vont jouer sur une masculinité plutôt machiste, faut le dire, qui vont injecter une bonne dose d'érotisme dans leurs histoires, beaucoup d'action, de violence. La musique soul, bien entendu, qui a permis de faire des compilations absolument géniales. Depuis, la musique en fait des films de blaxploitation a beaucoup plus marqué l'histoire finalement que ces films eux-mêmes. Et puis il y a la musique soul, il y a cette dimension assez cool en fait dans les films. Enfin c'est des films qui sont cool, on peut dire. Et aussi dedans il y a souvent en fait la question de la criminalité, et pas toujours, mais souvent en fait des héros qui réussissent en passant plus ou moins par là. Donc ce qui fait que en fait, les associations qui défendaient la représentation des Noirs ou les intérêts des communautés noires sont assez vite désolidarisées un petit peu de ça. En fait, ont assez vite dit que c'était une mauvaise représentation, que ça fabriquait des clichés en fait assez négatifs sur les Noirs américains. Donc, si on peut, pour qualifier ce genre, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, je vous disais, ça a permis d'amener en fait à l'écran, de faire asseoir à la table du cinéma hollywoodien des acteurs noirs qui n'y avaient pas droit. Donc dans ce sens-là, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt un progrès. Enfin, c'est un mouvement progressiste. Mais sous un autre aspect, les histoires que ça racontait, en fait, étaient complètement en porte-à-faux avec le cinéma hollywoodien de l'époque, qui fabriquait plutôt des anti-héros, qui fabriquait plutôt en fait de la déconstruction de la mythologie américaine, que ce soit dans les westerns, les polars, tout ce que vous voulez, qui remettait en cause le système. Beaucoup de films quand même pas que, mais beaucoup de films contestataires. Et on se retrouve avec des films de blaxploitation qui sont plutôt très conservateurs en fait dans les systèmes de représentation. Donc voilà pourquoi aussi ce film-là en fait il a pu être confondu au niveau peut-être du marketing avec ce genre, mais vous voyez bien qu'on retrouve pas en fait les éléments que je vous ai décrits dans le film qu'on a vu, sauf évidemment éventuellement la musique du générique, mais qui ne fonctionne pas comme dans un film de blaxploitation. Oui, alors peut-être citer 2-3 titres quand même. Ah, ça va être compliqué si j'ai fait tomber, mais c'est pas grave. Si vous vous y intéressez, regardez Shaft évidemment. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est objectivement pas très bien fait, mais qui est super intéressant. C'est ce film où il y a la musique de Curtis Mayfield qui s'appelle Superfly, qui est un film absolument incroyable. Il faut vraiment le regarder. Enfin, il y a un côté complètement documentaire en fait, et puis en même temps c'est un film de dealer, etc. La musique est incroyable. Vous avez Cotton Comes to Harlem, vous avez Coffee, vous avez donc Pam Grier dans beaucoup de de films. Ah, merci beaucoup. Et elle joue dans Coffee. Sinon on peut citer Black César, Cléopatra Jones. Il y en a énormément.
Et certains sont vraiment très bien faits dans le genre. Voilà. Donc en tout cas, voilà, c'est pour dire, ici, de ce que vous avez vu, il y a la musique certes de Bobby Womack, et il y a un personnage en fait qui lui semble importé du genre Blaxploitation. C'est le personnage incarné par Antonio Fargas, voilà, notre cher Antonio Fargas, que vous connaissez sans doute, pour ceux qui aimaient Starsky et Hutch. Voilà, de Huggy les bons tuyaux, Huggy Bear en anglais dans Starsky et Hutch, pour ceux qui sont de ma génération. Et donc, mais il a aussi joué énormément dans les films de Blaxploitation, quasiment toujours, il me semble, dans des seconds rôles. Mais c'est un personnage, voilà, qui est toujours en fait assez fascinant. Enfin, l'acteur est génial, il a un physique incroyable. Mais donc là, vous voyez bien qu'il incarne un petit peu ce voyou très frimeur, voilà, qui s'habille un peu comme un pimp, là, comme un macro. Enfin voilà, c'est vraiment un peu un cliché ambulant quand même, hein, quand on le voit, frimer avec ses billets, avec les prostituées, etc. Il est vraiment complètement là-dedans, quoi. Et vous voyez bien ce qui lui arrive dans le film. En fait, c'est le premier quand même à se faire massacrer en fait d'une façon horriblement sadique. Mais on y reviendra sur le personnage de Di Salvio. Mais en fait, on voit bien qu'il a il a pas sa place finalement dans ce type de film, quoi. C'est un petit peu ce qu'on pourrait en dire. Alors oui, de toute façon, les films de Blaxploitation aussi, c'est des films dans lesquels il y a toujours une opposition très binaire entre les noirs et les blancs. En général, dans ces films-là, où les blancs incarnent les méchants, souvent des organisations mafieuses qui exploitent la communauté noire, et puis le héros va permettre de se venger, etc., de faire justice. Mais on voit bien qu'ici, évidemment, la question blanc-noir, en fait, le racisme, etc., c'est une question centrale. Mais moi, il me semble, vous me direz ce que vous en pensez, que là, on n'est pas du tout dans une représentation binaire ou simplifiée, quoi. Il y a plusieurs choses, plusieurs niveaux, j'ai envie de dire. On avait décrit, il y a la mafia italienne, la mafia locale de Harlem, avec le chef là qui s'appelle Doc Johnson, je crois, c'est ça, avec sa voix incroyable là, il est absolument génial. Mais voilà, vous avez le duo aussi de policiers, noir-blanc, et puis il y a beaucoup de dialogues évidemment qui parlent de ça. Mais donc il y a à la fois la confrontation, alors géographique, la division comme ça, il y a la représentation assez directe de la confrontation entre les deux flics, puisqu'il y a la question d'une sorte de concurrence entre les deux, de passage de relais, d'opposition. Voilà, évidemment, il y en a un qui est plutôt raciste, Matelli. Alors c'est intéressant, Matelli, puisque il me semble qu'il incarne vraiment ce que sont souvent les flics dans les polars de ces années-là. C'est-à-dire, alors on l'a vu un petit peu, on en a parlé un petit peu quand on a fait Dirty Harry et les flics dans Pas la nuit. Ces flics en fait qui essaient d'incarner une continuité avec l'ancien monde, ou alors l'ancien Hollywood, ça dépend comment on regarde les choses. Qui serait très droitier et qui au fond en fait puise un peu dans la mythologie du western, quoi, dans le rapport à la justice. C'est-à-dire que il s'imagine que ce rapport-là à la justice, qui a été construit pendant la conquête de l'Ouest, le western et ses représentations, peut encore être efficace. Et on voit bien qu'ils arrivent devant une société qui a changé, et dans laquelle ça ne fonctionne plus. Et donc ils sont en train de faire une sorte de travail de Sisyphe, en fait, de gérer les choses, mais en même temps ça fonctionne pas vraiment. Ils sont corrompus. Je trouve que c'est très intéressant cette idée de la corruption dans le film, où au fond il est complètement tenu par le parrain en fait local, Doc Johnson. Il est raciste. En même temps, il y a ce moment où il va rendre visite à la femme de Henry, et on voit qu'il a quand même, il est capable en fait d'une certaine compassion, une sensibilité, et puis il est capable aussi de passer le relais. Mais quand même, chez lui, il y a cette attitude fondamentale vis-à-vis du changement de la société,
et ces espèces d'ADN qu'il a dans le rapport à la loi, qui l'empêche de s'adapter et qui le conduit de toute façon forcément vers une sorte de suicide, en fait. Il y a beaucoup de flics comme ça dans les films de cette période, et on voit bien comment ça se termine pour lui. Il manque de se faire prendre au piège à la fin, et Pop lui sauve la vie en tuant Jim, et puis après il se fait assassiner effectivement par la mafia de Harlem. Et ce que je trouve très très beau, moi, c'est la fin, en fait. C'est-à-dire que ce plan final, en fait, sur les deux mains, donc c'est assez évident, la main blanche, la main noire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette idée effectivement de passage de relais entre le blanc qui meurt et le noir qui reste, qui lui tient la main. Mais on passe sur un ralenti, presque image par image, et les mains se séparent, en fait. Donc il y a une rupture. Donc le film, voilà, nous montre les deux. C'est comme un petit peu... moi, je trouve la séquence finale est vraiment, vraiment incroyable. Ce moment où Jim Harris, en fait, est donc criblé de balles, et puis il se traîne jusqu'au bord de la façade du toit. Et puis il voit l'école en bas avec les gamins et il balance le sac de billets. Et c'est vrai que ce geste est très très beau. On peut se dire c'est un espoir aussi de donner une chance à la nouvelle génération de ce quartier. Et en même temps, on peut se dire, on peut le lire aussi comme une espèce de contamination du crime, puisque en fait, ce qui balance, en fait, c'est les billets, c'est la source de tous les problèmes, c'est l'argent, en fait, d'une certaine manière. Donc bon, je trouve que cette fin est vraiment très 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 forte et assez complexe, quoi. Mais puisqu'on parle de billets, justement, peut-être, tout en restant en fait dans la question des rapports raciaux, comme on dit aux États-Unis, vous avez peut-être noté que dès le début, enfin dans la séquence de début, juste après le trajet de la limousine, on est dans cette pièce où les mafieux italiens, noirs de Harlem, se réunissent pour compter leur butin. Et cette séquence, elle est assez fascinante, puisque en fait, on voit quasiment que des gros plans, les billets verts, les visages noirs, blancs, et en fait, ça tourne comme ça, et ils comptent très très vite et tout. Et je trouve ça assez fascinant, parce qu'on voit très bien que là, il n'y a aucun problème en fait d'opposition ou de conflit entre les deux communautés, on pourrait dire. C'est pas une question raciale, là, c'est une question de billets verts. On voit bien que c'est le dollar, le dieu dollar, en fait, qui finalement qui fait la loi, au fond. Le film pose quand même assez exactement peut-être le véritable problème, qui est au fond la manière dont les États-Unis sont construits autour de l'argent, quoi, d'une certaine manière. Donc voilà, je trouve que c'est un film finalement qui complexifie un peu tous ces rapports ou ces oppositions, entre guillemets raciales, qui sont représentées justement dans la blaxploitation, en montrant en fait d'autres coordonnées plus déterminantes sans doute, qui sont en l'occurrence économiques, sociales aussi, et même à l'intérieur en fait de chaque communauté. On a par exemple Jim. C'est intéressant parce que lui, il fait ce braquage, donc il réussit quelque chose, il vole l'argent. Enfin, il y a quand même quelque chose entre guillemets d'un peu héroïque. En tout cas, dans un film de blaxploitation, ça serait vraiment héroïque. Mais là, il se met en danger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est, lui, dans sa communauté, complètement écrasé en fait socialement. Il est gardien d'immeuble. Donc un boulot qui paye pas, très déconsidéré, etc. Il vit carrément dans une cave, je crois, avec sa femme. Et puis il y a un moment qui est assez saisissant, je sais pas si vous vous souvenez, où il est au téléphone tout en bas de l'immeuble et il lève la tête et en fait on voit tous les habitants qui sont penchés dans l'escalier et qui l'engueulent parce qu'il a pas bien réparé les toilettes, ou je sais plus quel truc, quoi. Et là, en fait, on a vraiment un sentiment d'écrasement. Enfin, il y a quelque chose de vertical qui est très très appuyé, quoi. Je trouvais ça assez réussi. Et donc, on a un vrai sentiment de la hiérarchie sociale, en fait, et de là où il se trouve. Du côté des mafieux italiens, c'est intéressant aussi, puisque le fameux Di Salvio, là, qui est joué par Anthony Franciosa, alors qui est pas un acteur hyper connu. Pour ceux qui aiment le cinéma de genre ou
plus précisément Dario Argento, vous l'avez peut-être reconnu, c'est lui qui joue dans Ténèbres en 81. Bon, voilà. Ça, en tout cas, dans ce film-là, il joue donc Di Salvio, et vous avez peut-être vu que dès le début, lui, il a une position dans la hiérarchie de la mafia qui est dès le début assez instable en fait, parce qu'il est dans cette fête là on ne sait pas très bien ce que c'est, anniversaire, enfin il y a des familles, des gamins, etc. Il s'occupe des gosses et en même temps il est sollicité par le parrain, donc on ne sait pas très bien finalement c'est quoi sa position. On l'appelle, on lui dit de partir, etc. Et puis il s'empresse de refiler les gosses à sa femme dès qu'il prend des ordres, etc. Et en fait, il doit faire ses preuves, quoi. On sent bien que lui, et d'ailleurs c'est ce que lui raconte un peu plus tard Doc Johnson quand ils sont leur première confrontation et qu'ils s'insultent, etc. Et l'autre lui dit mais t'es qu'un errand boy, c'était un garçon de course, je sais plus comment, un coursier, enfin voilà ça. Donc en fait il a besoin en fait de faire ses preuves, et c'est quelqu'un qui a une position instable dans cette hiérarchie. Et je pense que c'est de là que vient son excès de zèle, entre guillemets, c'est-à-dire son extrême sadisme, en fait, parce que c'est quand même d'une violence quand même assez folle, hein, quand il va démolir Henry, là, Antonio Fargas, dans la boîte de nuit. La pendaison aussi du deuxième, en haut de la tour, qui est un moment qui rappelle évidemment les lynchages, hein, ça c'est indexé là-dessus. Donc moi je trouve que le film quand même nous montre la dimension économique, sociale, les fractures, les divisions qu'il y a à l'intérieur de chaque communauté. Enfin bref, je trouve qu'il pose quand même une complexité de la réalité qui va bien au-delà d'une opposition binaire. Et donc je trouve que c'est pour ça que moi c'est un polar qui m'a vraiment surpris quand j'ai découvert, parce que j'ai découvert, je crois, dans un programme justement consacré à la blaxploitation, il était là-dedans. Et donc c'est sympathique la blaxploitation, puis d'un coup on tombe là-dessus, on se dit ah ouais, mais c'est super bien. Moi je trouve. Enfin on accède à une autre dimension, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que quelqu'un a une remarque à faire? Ouais. Jean-Paul, vraiment, je te remercie, mais ça fait des mois, voire des années que j'ai pas découvert un vieux film et qui me plaît de dingue, vraiment. J'adore Yaphet Kotto sur des petits films ou des grands films, mais vraiment c'est excellent. Ça m'a rappelé comme si, alors entre télé et cinéma, mais comme si c'était les prémices de ce qu'on verra plus tard dans Capitaine Furio, Hill Street Blues, ou encore mieux, parce qu'on peut parler de réalisme et de documentation, The Wire, sur écoute, qui est une des meilleures séries, Baltimore, mais avec tout ce qui se passe, les ghettos, la drogue, les flics. Et c'est vrai que là, ça fait la part belle à tous les personnages, je trouve. Tu disais qu'effectivement... c'est Benjamin, comment il s'appelle ? Paul Benjamin, oui, qu'on voit dans L'Évadé d'Alcatraz et je sais plus encore d'autres. Mais effectivement, c'est un des persos principaux, mais on voit un peu les flics, c'est vrai, mais on voit la mafia, et en fait il y a grosso modo, moi je le vois en deux découpes, si j'ose dire. Il y a effectivement les noirs, les blancs, mais je dirais les noirs, les blancs et les bleus, puisque les flics, vraiment, c'est la partie comme souvent. Mais il y a aussi la mafia d'un côté, les enquêteurs, c'est un peu comme ça qu'a fait le film, d'une certaine façon. Et effectivement, ces gars-là qui ont voulu se sortir de leur situation, le peuple, quoi. Mais, je veux dire, ils sont rentrés du mauvais côté, et voilà, ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Et je dirais que juste avant la fin où ça défouraille, on a vraiment une certaine empathie, j'ai presque envie de dire, pour ces gars. Je vais pas dire qu'on se met à la place d'eux, mais on a envie qu'ils y arrivent, quoi. Celui qui se fait pendre, c'est celui qui a l'air le plus droit dans ses bottes et qui était choqué par ce qui arrive. Oui, puis en plus, alors lui, c'est toujours pareil, lui, il bosse dans un pressing, en fait. C'est chouette parce que c'est vraiment un truc, du quotidien, quoi, en fait. Et puis, mais pour Jim Harris, je voulais juste revenir sur, alors déjà l'acteur, en fait, c'est intéressant. Alors moi, j'ai dit c'est le personnage principal. C'est vrai que c'est discutable parce que, en fait, finalement, le film suit un peu plusieurs fils comme ça, comme tu dis, la police, etc. Il tourne un peu, mais moi, je le prends un peu pour le personnage principal parce que c'est quand même avec lui que ça commence et avec lui que ça finit. Enfin voilà. Mais
il n'est pas sur l'affiche là que je vous ai montré en fait, l'acteur. Et je trouve ça assez dingue parce que. Et il n'est pas dans le. Non. Alors est-ce que ouais. c'est l'affiche vraiment officielle de l'époque? Je sais pas, mais c'est vrai que l'acteur lui-même, c'est pas un beau gosse, quoi. Je veux dire, il a une tête quand même pas évidente, mais il est génial en fait. Je sais pas, il a une présence. Enfin, il est super fort, quoi, je trouve. Mais comment dire? Ce qui est intéressant, voilà, ce que je voulais dire sur ce personnage. Revenir un peu sur ce qu'il explique à un moment donné sur sa condition, c'est-à-dire que il a 42 ans, comment dire, il a fait de la tôle, il est malade, il est malade, il n'arrivera jamais en fait à trouver un boulot meilleur que voilà, portier ou gardien d'immeuble, donc on le comprend, comme tu dis. Et puis d'ailleurs, à un moment donné, quand il lit son rapport de police, en fait, Pope, il dit qu'il a fait braquer une bijou à je sais pas quoi. À 12 ans, il a fait un hold-up. Il a braqué un magasin à 12 ans et il dit, voilà, oh mon Dieu, etc. Enfin, voilà, donc c'est ce genre de parcours quand même. Et c'est intéressant à la fin parce que quand ils rêvent justement de ce qu'ils vont faire avec cet argent, il n'est pas du tout comme le fameux Henry, Antonio Fargas. Je vais aller en boîte, je vais boire du champagne et puis prendre des prostituées, tout ça. En fait, lui, il rêve de quoi? De la petite maison dans la prairie. En fait, ce qu'il décrit, c'est une maison à la campagne, tranquille, la ferme, quoi. Donc, en gros, il rêve de quoi? D'être un Américain moyen, en fait. Et c'est ça qui il me semble assez inédit dans le cinéma américain à cette date, en tout cas. Et même, il faudra sans doute attendre pour qu'on ait des représentations justement d'Américains moyens, noirs en fait, tout simplement. Des gens qui... Alors, il est dans une condition extrême, lui, de misère, etc. Mais en tout cas, ce à quoi il aspire, c'est de faire partie de la classe moyenne, enfin, en tout cas du rêve américain tel qu'il est compris par la moyenne des Américains, quoi. Et je trouve ça assez chouette. Ouais. Et juste pour finir, tu l'as dit, mais j'avoue qu'au-delà du film qui est vraiment très bien, je pense que je vais l'acheter en Blu-ray pour te dire, c'est vraiment... mais c'est les 10 premières minutes, quoi, effectivement. On suit, au-delà de la musique de Bobby Womack, mais je veux dire, il y a une tension, ils sont en train de gueuler. On voit Polly avant Polly, Burt Young, c'est ça? Oui, il y a Burt Young qui sera, pour ceux qui auront reconnu ou pas, il est surtout connu, je crois, comme beau-frère de Rocky. Le comparse de Rocky, le beau-frère de Rocky. Voilà, dans la série. Ouais. Et moi, ce que j'adore dans cette ouverture, en fait, c'est donc effectivement la manière de compter les billets, etc. Et c'est la getaway car, le moment où ils prennent la voiture, cette espèce de vieille guimbarde toute rouillée, avec Antonio Fargas qui est au volant, en train de transpirer, et le moment où ils essaient de s'échapper, et tout foire de A à Z, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à prendre un tournant, ils renversent tout, ça ils calent, enfin, il y a vraiment tout. Et tu dis, ils vont se faire choper, enfin, il y a tout ça. On sent, est-ce que ça va tirer, ça va pas tirer? Bon, ça a tiré, c'est dingue, il y en a un qui a peur, le deuxième à moustache, etc. Ensuite, cet échappé qui m'a fait penser, tu parlais de Quentin Tarantino à Reservoir Dogs, le petit moment où il veut partir alors que c'est le chauffeur, c'est Tarantino, il s'est fait tirer dessus, mais il veut quand même y aller avant qu'il se retrouve. Bref, mais c'est vraiment, il y a tellement de choses, une pression, une tension, ça commence vachement bien. Et juste pour finir, pour la Blaxploitation, pour dire qu'effectivement ça n'a rien à voir, c'est que t'as oublié le Dracula noir, Blackula. Blackula, bien sûr, ouais. C'est pas le meilleur du genre, quoi. Mais c'est amusant, des fois, la Blaxploitation. Et il y a des films qui sont vraiment bien. Cotton Goes to Harlem, là, il est vraiment pas mal. Je crois que c'est réalisé par Larry Cohen, d'ailleurs. Je suis pas un spécialiste de la Blaxploitation, juste pour finir, mais il y a plus ou moins de style, parce que tu as parlé de Melvin Van Peebles, le père de Mario, mais lui, il a fait un style et il refusait d'être mélangé avec ceux qui étaient vraiment, comme tu as dit, Shaft 4, 5, 6, etc. Non, Sweet Sweet Badass Song, en fait, c'est de l'auteur. C'est un film totalement indépendant, voilà, c'est, comme tu dis, un film d'auteur, si on veut, très militant, etc. Et hyper choquant d'ailleurs, c'est vraiment intéressant à revoir, mais oui, non, c'est juste que ça a permis de déclencher aussi ce type de film, mais voilà, ouais, bien sûr. Mais alors d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, je me suis amusé à traduire les paroles de la chanson de Bobby Womack. Alors je me suis pas basé parce que en fait en réécoutant, je pense que les paroles qui chantent là sont pas exactement celles en fait du single qu'on connaît au début, mais après ça, il me semble que ça change un peu. Donc je vous ai fait une traduction un peu à la rock and folk, parce que c'est pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire très mauvaise, mais mais voilà. Non mais pardon.
Ah ouais, il faut sortir le playback et tout. Enfin, voilà, non, le karaoké. Non, pourquoi c'est intéressant, c'est parce que dans les paroles déjà de la chanson, en fait, il y a toute cette dimension sociale. En fait, on n'y pense pas nous parce qu'elles sont quand même dures à comprendre les paroles. Mais il y a cette dimension sociale qui est déjà présente. Donc il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, il dit j'étais le troisième dans une fratrie de 5 à faire ce qu'il fallait pour survivre. Donc c'est-à-dire pas que des choses bien. Sortir du ghetto était une lutte quotidienne. Rabaisser si longtemps, on ne pense plus à se relever. Mais je savais qu'il existait une meilleure façon de vivre. Personne ne sait ce dont il est capable sous la pression. Au-delà de la 110e rue, c'est un sacré test. Là où les Macs repèrent les filles en détresse, les dealers retirent les junkies. Après la 110e, on trouve de tout dans la rue. Bon voilà, c'est pas joyeux, hein. mais voilà, mais après c'est quand même un type de texte que vous pouvez reconnaître parce qu'on retrouve beaucoup ça dans le rap après, hein. C'est des choses. Voilà, donc non, voilà, moi je trouve que c'est. Encore une fois, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre parce que quand même on sent que le film peut-être, comment dire. Il repose peut-être plus sur une conjugaison de talents, une certaine période, un matériau sans doute de scénario qui est très très bon, le fait de tourner sur place, d'être en connexion assez directe avec le réel. Mais effectivement, au niveau esthétique, on sent qu'il adhère très fortement, ce côté, cette poussée réaliste en fait de Nouvelle Hollywood et particulièrement du polar urbain. Mais on n'a pas le sentiment qu'il invente quelque chose. C'est peut-être quand on regarde Dirty Harry par exemple, on sent qu'il y a quand même quelque chose esthétiquement qui se construit, qui est tout à fait unique, quoi. Ce que je veux dire, c'est que le style que vous voyez là, vous pouvez le retrouver plus ou moins fortement dans d'autres polars de l'époque, quoi. Ça me paraît pas forcément. Voilà, c'est plus une question d'intensité peut-être dans ce film-là, quoi. Voilà, mais bon, c'est déjà beaucoup, quoi. Donc voilà, je sais pas si. J'espère que, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir un petit peu creuser, parce que c'est vrai que dans les années 70, on reste toujours un peu autour des mêmes films, hein, au fond, et au fond, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on croit, en fait. Et pour la cinémathèque, t'as dit Good Cop, Bad Cop ? Ouais, vous cherchez dans Google Good Cop, Bad Cop, et puis en fait, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que ça donne une liste de films dont beaucoup en fait sont quasiment inconnus. Enfin, en tout cas, moi j'en avais jamais entendu parler. Et il y en a qui sont des vraies découvertes. Moi, je vous avais cité Badge 373, il y a The Laughing Policeman, il y a Les Pirates du métro qui est sorti il n'y a pas très longtemps en Blu-ray, Rapport confidentiel, enfin il y a un autre film avec Robert Duval qui est The Outfit aussi, qui est très très bien. Même Les Copains d'Eddie Coyle qui est ressorti récemment en Blu-ray, qui est un très très bon film. Enfin voilà, en fait, on se rend compte qu'il y a peut-être des dizaines de films en fait qui restent un peu planqués comme ça, enfin qui sont passés sous les radars et qui sont un peu écrasés par les parrains, qui sont des films géniaux évidemment, hein, mais qui font que quand on regarde les années 70, c'est vrai qu'on se raccroche à des très grands chefs-d'œuvre comme ça, puis on regarde pas le fait que moi j'ai l'impression qu'il y a quasiment un grand film par semaine dans cette période. Enfin, c'est le nombre de films, de bons films. C'est ce qui est souvent dit en fait dans ces cas-là. C'est-à-dire que en fait, pourquoi la période est vraiment géniale, en fait, c'est que même la moyenne des films est très supérieure à ce qui se fait dans les années 90, ou je parle même pas des années 2000, mais voilà, un film lambda en fait est plus intéressant à cette époque et souvent beaucoup plus réussi que dans d'autres décennies. Il n'y a pas que les années 2000 d'ailleurs, enfin il y en a d'autres, mais enfin voilà quoi. Dans ce cas-là, on s'arrête là. On se retrouve le mois prochain avec un autre film qui est pas hyper connu, mais qui s'appelle Electra Glad in Blue, qui est une perle en fait alors j'allais dire du polar, mais en fait c'est assez inclassable. Il y a une structure policière, mais ça va nous ramener un petit peu de manière détournée, j'ai envie de dire, sur des traces de John Ford. Voilà. C'est à voir ce grand écran, vraiment. Voilà. Merci beaucoup.